a été réalisé dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, en Grèce. Camp que beaucoup d'entre vous doivent connaître, et qui a été entièrement détruit par un incendie en septembre 2020. La particularité, enfin une des particularités de ce film, c'est aussi d'avoir été tourné pendant la pandémie de Covid. Voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Mortassa, le réalisateur de ce film, qui échangera avec Elite à la fin de l'extrait qu'on va vous montrer. Et je pense que ce sera beaucoup plus précieux que ce que je pourrais vous dire sur ce film. Je vous souhaite un bon visionnage. Son nom, Moria, son emplacement, l'île grecque de Lesbos, en Méditerranée, tout près de la Turquie. Ce camp de réfugiés, créé il y a 5 ans pour accueillir 2200 personnes exilées, en compte aujourd'hui plus de 19 000 habitants. Depuis le lundi 23 mars, le camp est coupé du monde et le gouvernement ultra-conservateur du Premier ministre grec Mitsotakis le désigne comme une bombe sanitaire. Nous allons essayer ensemble de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain et ce nouveau danger mortel que représente la pandémie de coronavirus. Et pour... Attention, gamin. Là. J'ai connu le père Maurice Joyeux en 2017, quand il était directeur du service jésuite des réfugiés à Athènes. Au moment où le monde entier se confine, où la plupart des ONG et des journalistes quittent le plus grand camp de réfugiés d'Europe, Maurice et moi décidons d'y retourner. Ma priorité, ça a été d'abord de venir. Et de venir les mains vides pour écouter et sentir ce qui se passait à Moria dans le contexte que je voyais de plus en plus grave d'abandon des réfugiés. 20 000 réfugiés entassés dans ce camp. Je me suis dit, c'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Mon souci était d'être présent, voir, entendre, observer. Lors de cet incendie du mois de mars, les pompiers arrivent trop tard. Un enfant de 6 mois est mort brûlé. On est fatigués. Libérez-nous. Nous ne sommes pas venus rester ici. Moi, je parle de moi et de ma communauté noire. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne dormons pas. Nous sommes devenus des folles. Tous les jours, on fait la course. Il y a des maisons qui brûlent tous les jours. On est obligé de courir. Regardez-moi une vieille femme. Je fais les 100 mètres tous les jours. Fire, 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 il faut courir. On est fatigués.
À la communauté internationale, à l'Union européenne, à la gouvernement grec de prendre solution pour nous les immigrés de Moria. On a risqué nos vies pour traverser la mer Égée, pour venir ici, non pour vous nous abandonner. Nous avons venu ici pour chercher la paix, pour chercher la justice, la bonne vie, la bonne gouvernance. C'est pour cela nous sommes réunis ici pour faire l'appel au monde que vous avez abandonné. Pourquoi? Il y a le coronavirus ici. Il y a le coronavirus. Tous les ONG sont fermés. Toutes les administrations sont fermées. Nous sommes abandonnés avec nos enfants. Des mamans avec des bébés. Où va le monde? Ça, c'est l'Europe. L'Europe. J'ai partagé la colère de cet homme sur les réseaux sociaux et cette vidéo est devenue virale, des centaines de milliers de vues. Mais rien n'a changé après cette manifestation d'avril et lui a été arrêté et emprisonné. Quant à moi, j'ai reçu des menaces d'un député grec d'extrême droite. Je dois être prudent, car le camp reste interdit aux caméras. À cause du Covid, on les a totalement bloqués sur le camp de Moria. Ils se sentent non seulement abandonnés, mais emprisonnés ce coup-ci. D'ailleurs, ce sont des camps, non pas de rétention, mais de détention. On ne les retient pas, on les détient. Et en plus, on leur parle beaucoup de déportation, de retour au pays, d'attente pour être interviewés parfois dans 1 an ou dans 2 ans. Comment tenir dans ces situations-là avec une certaine dignité et une bonne image de soi? C'est impossible. Je pense que nous devons, d'abord respecter le droit international et écouter ce que ces hommes et ces femmes ont vécu, ce qui a fait qu'ils soient dans cette situation de demande d'un asile, d'un minimum d'accueil et plus tard d'intégration. Quitte à ce que certains continuent de rêver et de désirer revenir dans leur pays. La vocation de beaucoup de réfugiés, c'est le retour au pays un jour. Nous manquons des choses, le minimum, de l'eau, nous manquons de l'eau pour se laver les mains par exemple, nous manquons de savon, nous manquons même de nourriture. Moi par exemple, j'ai fait 1 semaine, j'arrivais pas à manger, je vomissais. Pourquoi? Parce que la qualité de nourriture n'est pas bonne. Et je suis obligé d'acheter par exemple le sandwich ou essayer de faire quelque chose à titre personnel pour manger. C'est vraiment difficile. Sans toutefois oublier les attaques chaque jour. Vous n'allez pas croire, mais la nuit, je pisse dans une bouteille parce que j'ai peur de sortir. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert. C'est quoi en fait cette politique? Qui est-ce qu'on doit accuser? Nous n'avons pas le droit d'aller en ville. Nous devons rester confinés au camp. On ne fait que prolonger. Si déjà on nous arrache cette petite liberté, le camp c'est l'enfer. Toi, ça fait combien de temps que tu es là, toi? Je suis ici depuis 7 mois. 7 mois déjà. Ouais, 7 mois. Tu sais, une des raisons graves, difficiles, c'est que, mais c'est pareil pour l'Afghanistan en fait, normalement. Vous venez de pays, Cameroun, Congo, etc., qui ne sont pas considérés comme des pays en guerre. Et donc, à partir de là, l'Europe, avec ses critères, vous fait attendre, ou a tendance à refuser, ou vous soupçonne d'être des immigrés économiques, etc., etc. J'ai fui parce que je suis persécuté, j'ai été emprisonné. Regardez, j'ai eu des cicatrices. J'ai été torturé, tabassé, j'ai tué tout le corps. J'ai honte de me déshabiller devant quelqu'un. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. D'accord. Ouais. Ils disent on donne pour les pays en guerre. Tu n'as pas eu encore l'occasion de leur raconter ça? J'ai pas eu l'occasion. Je suis entré à la petite interview, comme ils appellent souvent, mais ils m'ont même pas donné le temps de m'exprimer. Ouais, c'est ça. Ils ont juste dit, ok, reviens dans 1 an. C'est traumatisant. Oui, bien sûr. C'est fou même. Et je suis toujours enfermé ici, dans ce foutu système. Ouais.
Il y a la quai en tout. Il y a la quai partout. Pour manger, pour la nourriture, pour les toilettes, pour l'hôpital, pour acheter quelque chose. Pour tout. En tout cas, en tout et pour tout, il y a la quai. Alors, c'est pas la première fois que je projette ces films. Et on m'avait dit la dernière fois que les images sont trop violentes, choquantes. Et en effet, j'étais étonnée parce que la réalité du camp était encore plus violente et choquante. Bon, en effet, je pourrais parler 2 heures de ces camps. Mais on a choisi aujourd'hui de ne pas le faire et d'avoir la personne qui a fait le documentaire venir parler. Parce qu'en effet, quand on fait la recherche dans des questions si difficiles que ça, avec des personnes si précaires que ça, qui n'ont pas accès à l'espace public pour parler, on peut très facilement se voir comme des personnes qui vont faire le porte-parole de cette expérience. Et parfois, il en faut. Mais en effet, il y a une autre option aussi, de créer de plus en plus des espaces pour que les personnes qui vivent la situation viennent et parlent eux-mêmes. Et je suis vraiment très fière du fait que l'ICM fait partie des institutions qui les font ça en continu. Alors, je ne vais pas vraiment beaucoup parler, je vais seulement présenter Mortaza. Mortaza Behpoudi, qui est un journaliste et réalisateur. Mortaza, tu es né en Afghanistan et tu as fait des études de sciences politiques à Kaboul, où tu as eu tes premières postes comme journaliste. En arrivant à Paris en 2015, tu as fait un master de relations internationales de 2016 à 2018. Tu as fondé Getty News, un média qui emploie des journalistes français et réfugiés. En 2020, tu es arrivé à Lesbos, en Grèce, pour faire des reportages et réaliser les documentaires, dont on vient de voir un extrait seulement. La même année, tu as obtenu la nationalité française et tu es retourné en Afghanistan en 2021 pour raconter l'opération d'évacuation de l'Occident et de la vie des femmes afghanes sous les talibans, jusqu'à ta captation par les talibans. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir ici parmi nous, vivante, en bonne santé. C'est pas que la qualité de ton travail qui importe, tu as une personnalité incroyable et lumineuse. Ton travail avec des personnes qui sont encore dans des situations difficiles. Je me demande si jamais tu dors pas. Alors, nous avons sélectionné le documentaire Moria par-delà l'enfer, qui est paru en 2021 et réalisé par toi-même et Laurence Moreau, non seulement à cause de son réalisme et la qualité de son travail, qui se rapproche des méthodes ethnographiques, mais aussi parce qu'il montre l'une des politiques frontalières de l'Union européenne les plus violentes. En effet, pour la plupart des experts, qu'il s'agisse de la société civile ou des scientifiques, le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile promet la construction des centres de détention de plus en plus nombreux aux frontières extérieures de l'Europe et aux frontières nationales. Et c'est un moyen de contrôle des demandeurs d'asile arrivant en Europe. En effet, les camps de Moria à Lesbos, qu'on vient de voir, est souvent caractérisé comme laboratoire des politiques frontalières et migratoires européennes. Et en effet, la préparation d'un nouveau pacte européen était annoncée seulement quelques jours après que ces camps aient été brûlés en septembre 2020. Et il nous paraît très important de retracer l'histoire d'une telle politique frontalière. J'ai une question, Mortaza. Tu as même réfugié. Tu étais réfugié pour la première fois en tant qu'enfant en Iran et pour la deuxième fois en France. Tu étais arrivé à Paris et comme beaucoup d'autres demandeurs d'asile, tu as vécu dans les rues de Paris pendant 3 mois. Tu n'as pas vécu dans les camps en tant que demandeur d'asile, mais tu l'as fait en tant que journaliste. En effet, pour tes reportages et ton documentaire, tu as passé là plusieurs mois. Si je me permets, beaucoup plus de temps que beaucoup de chercheurs parmi nous les font. Pourquoi tu as fait ces choix et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté de plus ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Elite. Merci pour cette belle organisation, une belle initiative, en fait. Souvent, en fait, quand je vais dans les conférences ou des débats sur les réfugiés et migration, je vois que des chercheurs ici. Il n'y avait aucun réfugié ou demandeur d'asile qui viennent parler en fait sur leur histoire. Voilà. Ça, c'est très rare, en tout cas en France. Pour vous parler en fait de ce choix, pourquoi je suis allé en Grèce en 2020 pendant le Covid, c'était le 16 mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 mars 2020? C'était en fait le lendemain, la télé allait annoncer en fait le confinement partout en France. Donc en fait, je me suis dit, parce que je connaissais déjà le camp de Lesbos, Moria, en 2017. À ce moment-là, en 2017, il n'y avait que 6000 réfugiés. Déjà, en fait, c'était un camp surpeuplé. Alors qu'en fait, ce camp a été créé en 2015 pour 2500 personnes seulement. Donc en 2017, il y avait déjà en fait 6000 personnes. Donc en fait, en 2020, quand j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux par les ONG qui étaient déjà sur place, dénonçant en fait la fermeture du camp avec le confinement en 2020, donc je me suis dit, c'est pas possible, je vais y aller. Je suis un journaliste, je vais y aller moi-même d'abord pour aller les entendre, voir la situation moi-même. C'est-à-dire, en fait, j'avais même pas de médias. J'avais même pas des commandes par je ne sais pas qui, Arte ou France Télévisions, d'autres médias. Je suis allé moi-même en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui... ça m'a beaucoup touché en fait quand je regardais les images de 20 000 personnes confinées de force dans un camp, le plus grand camp de réfugiés d'Europe, un camp insalubre où en fait 20 000 personnes entassées en fait ensemble, enfermées de force sur l'île grecque de Lesbos. Donc j'ai décidé d'y aller avec un ami jésuite, Père Maurice Joyaux. Donc on est allés ensemble. Je dormais d'abord dans l'église catholique de Mytilène, la ville de Lesbos. Puis après, en fait, je me suis infiltré dans le camp. Comment? Il n'y avait pas de journalistes. Le camp reste toujours interdit aux journalistes. Donc moi, j'ai pris un sac à dos. En parlant aux Afghans à côté de moi, je suis rentré comme un réfugié. Et les soldats ne demandaient même pas qui je suis. Donc je suis rentré dans le camp. Une fois dans le camp, j'ai commencé à dormir dans une tente. J'ai fait des amis. Parmi 20 000 personnes, j'ai fait 3 000 amis, copains et des copines. Donc j'ai parlé à tout le monde. Comment en fait déjà aller parler à ces gens qui vivent depuis des mois, voire plusieurs années, dans ce camp insalubre, où en fait ils font la queue pendant des heures pour aller manger, pour demander un verre du lait le matin, 3 heures à 4 heures pour aller manger en fait un bout de pain. Et donc en fait c'était impensable. Bon, je voyais devant moi avec mes yeux. Quand je dormais dans ce camp, en allant parler aux personnes exilées, peu importe, mais je pouvais parler à peu près avec tout le monde. Avec les Congolais, Camerounais, je parlais en français. Avec les Afghans, je parlais persan. Avec les Iraniens, je parlais persan. Avec les Syriens, je parlais arabe. Je parle un peu d'arabe. Donc en fait, ils faisaient confiance à la fois quand je parlais de mon histoire, mon propre histoire. Quand je parlais de moi, regardez, écoutez, moi-même je suis un réfugié en France. J'étais un réfugié à ce moment-là, je n'avais pas encore ma nationalité française. Je suis moi-même réfugié, j'ai vécu en France dans la rue. Je sais qu'est-ce que ça veut dire d'être un demandeur d'asile, une demandeur d'asile, dans un camp. Et donc en fait, après, ils s'ouvraient à moi en racontant leur histoire. C'est-à-dire, on jouait le jeu aussi parfois, parce qu'en fait c'est difficile. Personne dans ce camp, au port de l'Europe, n'a jamais passé un entretien d'asile devant un officier de protection, par exemple. Dans ce camp, ils ne m'ont pas donné le temps de m'exprimer. Abdoulaye a dit, dans l'extrait. Oui, c'est comme ça en fait. Ces personnes, ces 20 000 enfants, femmes, hommes, jeunes, n'ont jamais passé un entretien d'asile devant un officier de protection. Donc en fait, on a joué le jeu. Moi, j'avais mon portable, mon iPhone à la main. Je dis, on va faire des tests, un entretien. Raconte-moi ton histoire. Et comme ça, on se prépare pour cet entretien, toi-même. Raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu es venu en Grèce?
Pourquoi tu demandes l'asile? Bah, ils commençaient à rigoler, puis après se préparer, me dire vraiment pourquoi ils sont là, torturés chez eux, passer plusieurs frontières, ou menacés par les talibans, je ne sais pas qui, par le régime iranien. Donc, c'est pourquoi ils sont là dans ce camp. Puis après, ils m'ont dit à la fin, merci Mortaza. Et après, j'ai demandé les consentements pour publier sur les réseaux sociaux. À cette vidéo que vous avez vue de Obrigado avec un enfant dans le camp, devant l'entrée du camp, c'est pour ça qu'ils m'ont repéré après les Grecs, les plus Grecs. Ils voulaient m'arrêter en fait, mais ils ne pouvaient pas me retrouver parce que j'étais dans la jungle, dans ce grand camp. Dans un temps, je dormais, donc ils ne pouvaient pas me trouver parmi 20 000 personnes. Et mais ils menaçaient sur les réseaux sociaux, on vient casser ta tête, tes pieds, oui, t'es malin, tu te caches dans nos camps, mais on va te trouver. Bref. Donc c'est comme ça qu'en fait j'ai pu faire plusieurs vidéos. Au début, je suis allé comme ça, comme une personne. Et puis après, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. La vidéo de Obrigado aujourd'hui fait plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux. Et donc, après ça, Arte m'a contacté, France Télévisions m'a contacté, plusieurs médias, même la chaîne publique autrichienne m'a contacté pour faire un reportage sur la vie des exilés dans le camp de Moria. Et donc, le camp a commencé, les pays européens ont commencé à évacuer les réfugiés, de 20 000 personnes à 19 000, de 19 000 à 17 000, puis après 16 000. Et quand je voyais, moi, j'ai passé à peu près de mars, mois d'août, fin juillet, puis après le camp brûle et plus de 11 000 personnes abandonnées dans la rue de Mytilène à Lesbos. Et ils étaient dans la rue pendant plusieurs semaines, puis après ils ont créé un autre camp, on connaît l'histoire. Encore enfermé sur un sol militaire toxique. Donc pour vous dire qu'en fait, c'est pas seulement en fait de rester dans un camp, vivre la même situation, aller faire la queue pour aller aux toilettes, faire la queue 3-4 heures pour aller manger un bout de pain. Il y avait seulement une dizaine de médecins pour plus de 20 000 personnes. Vous voyez, une dizaine de médecins. Et après, quand on voyait un médecin, il disait quoi? Ah bah, allez, buvez de l'eau. Ah bah, moi j'ai très mal, je ne peux pas en fait, je ne peux pas attendre, je dois aller à l'hôpital. Mais non, buvez de l'eau et donnez des médicaments basiques comme paracétamol ou d'autres choses. Donc c'était un enfer, c'était un camp insalubre, un bidonville de l'Europe aujourd'hui, toujours compte ce nouveau camp, plus de 2500 personnes sur le camp, notamment en fait des nationalités aujourd'hui, congolais et camerounais, qui retiennent en fait dans ce camp parce qu'en fait ils sont considérés pas vulnérables. Et les autres, ils peuvent avoir un papier pour quitter en fait l'île grecque de Lesbos. Bon, merci Mortaza pour cette explication incroyable de la situation. En effet, tu as déjà répondu à ma deuxième question sur les pratiques et les approches que tu as eues étant que réfugié, journaliste. Et je pense que nous, aux chercheurs, on peut beaucoup s'inspirer de ça et trouver des moyens d'appliquer, de voir d'autres méthodes, mais aussi de promouvoir le travail des personnes qui sont mieux capables d'en parler que nous parfois. On a le temps de seulement 2 questions du public, si jamais il y a. On peut passer juste des questions. Juste avant la question, je vais ajouter encore plusieurs anecdotes. Un réfugié reste un réfugié. Après, quand je suis devenu français, juste après en fait l'incendie du camp, j'avais mon entretien à la préfecture de Paris. Parce qu'en fait, j'avais demandé la nationalité française en début 2020. Puis après, ça a pris 7 mois pour en fait me demander un rendez-vous à la préfecture. Et vous voyez, en fait, à la préfecture, avec la personne, oui, ok, monsieur, pourquoi vous venez demander la nationalité française?
Vous êtes un réfugié, ok. Ah bah, qu'est-ce que vous connaissez de la France? Ah bah, il demandait sur l'histoire de la France, sur les grands fleuves en France, sur la Ve République, sur le Premier ministre, les ministres. Ok, bon, bah, j'ai répondu. Puis après, il me dit, qu'est-ce que vous aimez de la France? Bah, mes amis me disaient, Mortaza, dis que tu aimes le vin et le fromage, ça va passer. En fait, après, moi, je dis, bah, moi, je vais laisser tomber les fromages et le vin. Et je vais dire, bah, parce que j'adorais la Bretagne, je dis, bah, j'adore la Bretagne. Et puis madame, il me dit moi, tout de suite, ah, bah, mon père est breton. Moi, je dis, bon, ça y est, je vais avoir la nationalité. Et donc, c'est vrai, j'ai eu la nationalité française en 2 semaines après, ils m'ont donné ma carte d'identité. Et pour vous donner aussi encore d'autres anecdotes, en fait, je vois toujours, on me dit, après votre débat, à chaque conférence et débat, et les gens m'arrêtent à la sortie, ah, monsieur, vous parlez super bien le français. Eh ben moi je suis français, madame, je suis en train de dire que je suis français depuis 2020, bien sûr que je parle le français. Et c'est encore, en fait ça m'agace parfois, parce qu'en me disant, ah, ça parlait super bien français. Et encore, à chaque fois que je fais des allers-retours en allant le reportage, réalisant mon reportage, peu importe, à Dubaï, en Afghanistan, ailleurs, et en rentrant en France, et les policiers parfois ils demandent, en fait ils vérifient les cartes d'identité et les passeports à la sortie de l'avion. Et là, ils regardent mon passeport, j'ai un passeport français depuis 2020. Et ils regardent mon passeport, ils zooment, et parce que ça écrit, en fait, la ville de naissance, ça écrit Wardak. Et ils ne connaissent pas Wardak, c'est où c'est Wardak. Et à chaque fois, ils me demandent, je ne vais pas avoir des problèmes, je vais aller rentrer chez moi parce que j'avais un 7 heures de vol, et donc je voulais dormir chez moi, aller rentrer chez moi. Donc, et puis après, elle me dit, monsieur, c'est où Wardak? Pourquoi vous me demandez ça? C'est un passeport français. Ça vous regarde pas? J'ose pas de dire ça vous regarde pas. Donc, policier, je dis, pour ne pas avoir d'emmerde, pardon, j'ai dit, c'est au Finistère. Et le policier me dit, ah bon, je savais pas. Et puis après, il me laisse. Je dis même pas que c'est en Afghanistan, parce qu'après, voilà, vous savez. On a une question. On a une question. Je tiens à te remercier vraiment parce que là, je viens d'assister à un élément qui m'a vraiment manqué depuis au moins 30 ans que je suis à l'université. Je fais un inter depuis 85, j'ai arrêté en 2015, pardon, et j'ai assisté à quelques colloques et séminaires l'année dernière sur l'immigration, sur les migrants, l'exil, et tas des chercheurs, d'anthropologues, de sociologues, de psychologues, et patati patata. Et là, et je disais, mais il manque la chair dans votre travail, ça ne transpire pas, ça ne respire pas votre travail de recherche. Bon, je ne sais pas, vous êtes enfermé dans vos laboratoires, dans vos livres, dans vos souveraines de savoir. Et là, je viens enfin de me rendre compte que là, la meilleure école, il est là, l'école. Arrêtons d'aller... Excusez-moi, le texte de masturber intellectuellement, la masturbation. Il y a du travail dans le terrain. Il faut aller vivre avec les gens qui vivent au quotidien, leur malheur, la souffrance et l'envie de rêver et de vivre. Pour la première partie, pour rapport au terrain. Merci, ça me vraiment revient. Je suis en train aussi que toi, réfugié aussi, et je reviens à la deuxième partie, en tant que la naturalisation. Je fais la même démarche pour la naturalisation, mais finalement... Et je me suis confronté avec cette grande structure, la paperasse et l'administration. Et finalement, j'ai décidé, au fait, non, je change d'avis. Je regarde mon statut de réfugié. Je pense que je ne me vais pas demander la naturalisation. Et pourtant, ça fait 40 ans que je suis en France, tu vois. Et pourtant, ça fait à peu près 30 ans de fac. Je t'ai fait histoire de l'art, je fais tout théâtral, je fais Sciences Po, je fais littérature espagnole, je n'ai pas des meilleurs. Je suis à l'HESS, là, on est tous des genres. Je prépare un diplôme. Mais finalement, j'essaie de me convaincre, je me dis, mais à quoi bon la recherche si il n'y a pas de l'humanité, il n'y a pas la chair là-dedans. Ce n'est que la théorie, ça ne fait que... Arrêtons, quoi, la masturbation. Allons au terrain, travaillons ensemble. Il faut là. Et voilà, merci. Là, la meilleure école, il est là. Et j'espère qu'on a construit des théories et qu'on va faire encore des élucubrations, des faciles, de cela. Merci. Merci à vous, merci.
En effet, merci beaucoup. En effet, en fait, moi, au début, je me demandais, parce que chaque personne venant vers moi, ah mais aussi vous êtes un réfugié, vous venez d'où, pourquoi vous venez? Ah bah, ça m'emmerdait en fait toutes ces questions, et donc moi je dis, bah, je vais demander la nationalité française pour ne pas avoir ces questions. Personne vient de m'interroger en me demandant, vous êtes un réfugié, venir vers moi avec la gentillesse. Bah, vous savez que les réfugiés doivent être plus gentils que les autres dans la société. Parce que ce sont des réfugiés. Eh ben, je ne voulais plus être cette personne. Bah, c'est pour ça que j'ai demandé d'être naturalisée française. Et après, même maintenant, avec une carte d'identité française, je ne suis pas assez français, malheureusement. Parce qu'en fait, voilà, vous voyez, les agents de l'État toujours me demandent c'est où le Wardak. Et donc, c'est important parce qu'en fait, l'Europe mène une politique épuisante. Une politique épuisante pour les demandeurs d'asile. Pour faire quoi? Visant à dissuader en fait l'arrivée des migrants. Parce qu'en fait, ah oui, ok, je te mets dans un camp pendant plusieurs mois, voire des années, pour que tu appelles tes proches pour qu'ils ne reviennent plus. Donc, s'ils décident de venir en France ou ailleurs en Europe, vous allez raconter que voilà, ça c'est l'enfer. Et donc, c'est ça la politique européenne aujourd'hui. Et donc, on parle beaucoup sur la crise des réfugiés, la crise des migrants. Pas du tout, ce n'est pas une crise des réfugiés, c'est une crise de l'accueil. Aujourd'hui, 7% des logements parisiens sont vides. On dit on n'a pas de logement pour les familles qui sont dans les rues à Paris. Si, on a tout, mais on ne veut pas. On ne veut pas les accueillir en fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on peut mieux accueillir des personnes réfugiées, des personnes exilées. Quand j'étais SDF à Paris, personne ne voulait m'entendre parce que je sentais mauvais. Je ne savais pas où prendre une douche. Parce que je n'avais pas accès à l'information. Et donc, en fait, je n'avais pas cette information où aller se doucher, où aller demander des cours de français. Et c'est pour ça que c'est important d'aller les entendre d'abord pour mieux accueillir.